Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on va parler crypto. Est-ce que c'est de l'argent facile ou de l'argent rapide? Juste avant, jingle. On se retrouve dans ce nouvel épisode, on change de sujet, on quitte un petit peu l'immobilier, on va dans une autre sphère qui je pense vous intéressera tout autant, c'est les cryptos. Faut savoir que déjà on est en très bonne forme pour enregistrer cet épisode parce que je pense de tous les épisodes qu'on a enregistrés, c'est le premier où il doit faire moins de 30 degrés dans la pièce où on enregistre. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Ouais, parce qu'en fait à chaque fois on était en train de crever, on a emménagé dans un nouvel appart au mois de février. Le problème c'est que on n'avait pas l'autorisation de poser des clims tant que la mairie n'était pas passée vérifier, permis de construire du bâtiment. Enfin bref, l'administration française, vous connaissez. Le problème, c'est qu'on s'est vite retrouvé en juillet, qu'on a fait des devis pour des clims où on nous a proposé juste 6 000 € pour poser une clim, mais de toute façon, on l'aurait pas avant septembre. Donc on s'est dit qu'on allait tenir l'été sans clim, mais je vous cache pas que pour enregistrer le podcast, on verrouille toutes les fenêtres pour éviter les bruits de fond, et que quand il fait 30 degrés, c'est juste assez compliqué. Et là, honnêtement, je pense qu'il doit faire 25, c'est parfait, on est en pleine forme. On est dans de bonnes conditions. Je vais commencer avec la boom anecdote du jour. Alors aujourd'hui on va reparler d'un sujet qui concerne encore une fois je pense plus les jeunes que les plus anciens, c'est le prix des billets de train. Parce que je lisais un article cette semaine où ils ont fait une étude sur la comparaison des prix entre le train et l'avion, et en fait un billet de train, donc à distance équivalente, par exemple un Montpellier-Paris typiquement, le prix du billet de train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que le billet d'avion. Donc c'est marrant parce que toute la journée on nous pollue avec tout un tas d'incitations pour faire des efforts pour la planète. Après bon, c'est pas que chacun a tout à fait le droit de faire des efforts à son niveau, mais bon, on va dire quand même que toute la journée on vous incite dans les médias, sur les réseaux sociaux à faire un effort, à éviter de prendre l'avion, prenez le train parce que effectivement vous allez émettre beaucoup moins de CO2 avec un trajet en train qu'un trajet dans l'avion. Mais si vous voulez, quand le billet de train il coûte 2,6 fois plus cher que l'avion, bah franchement ça fait réfléchir, et que quand on est jeune et qu'on a besoin des transports en commun et pour par exemple se rendre à Paris, pour passer un concours ou pour une toute autre raison, bah typiquement on va aller au moins cher, on va tout simplement pas vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est le plus écolo, parce que nous ce qui nous touche vraiment c'est vrai que c'est quand même le portefeuille, on va pas se mentir, chacun a ses principes, mais bon quand vous avez une différence de prix qui est aussi importante, encore si c'était 20%, vous pourriez choisir. Encore en plus, vous le payez plus cher et il y a une chance sur deux pour qu'il soit super en retard. Donc, Oui, exactement, super en retard, ou vous ayez des gens très relous à côté de vous qui bizarrement vous ne les voyez jamais dans les avions. Et en plus, la problématique c'est qu'on pourrait se dire non mais à ce moment-là il y a qu'à taxer plus l'avion pour que le billet d'avion coûte plus cher. Bon, ça c'est toujours la même rengaine socialiste où au final tout coûte 10 fois le prix et au final vous pouvez plus rien faire, alors que en réalité, il va falloir nous expliquer pourquoi est-ce qu'un billet d'avion avec les coûts du transport, les coûts de carburant, l'infrastructure de l'aéroport, l'amortissement du prix de l'avion, ça coûte beaucoup moins cher qu'un train qui fonctionne sur des rails avec de l'électricité produite par nos centrales nucléaires. Mais bon, bref, on va pas s'attarder sur le sujet, voilà, c'était juste la boom anecdote du jour et on va pouvoir attaquer l'épisode sur les cryptos. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui est une crypto-monnaie ? Alors, première question. Comme d'habitude, petite définition, on n'est pas à l'école, on va essayer de faire un truc rapide et simple. Alors, bon, les crypto-monnaies, ça a apparu après la crise des subprimes de 2007, où on cherchait un petit peu une manière de se sortir des monnaies, notamment le dollar et l'euro, qui avaient été assez impactés par cette crise. Et en fait, il y a une nouvelle technologie qui est apparue sur la forme de blockchain, et où des nouvelles monnaies numériques, en fait, ont été inventées. Alors, c'est marrant parce qu'on parle souvent de monnaie numérique par rapport aux monnaies traditionnelles, comme si toutes les monnaies traditionnelles, c'était des billets, et que on n'avait pas encore d'euro numérique, alors qu'aujourd'hui 99% des transactions mondiales je pense se font sur un ordinateur, donc l'argent est déjà numérique en soi. La différence c'est qu'aujourd'hui 1 euro vaut 1 euro, c'est-à-dire que typiquement vous faites un virement d'un compte bancaire à un autre, en fait on peut pas retracer l'euro, vous pouvez retracer l'opération bancaire, c'est-à-dire le virement qui a été fait de la banque A vers la banque B, mais si simplement vous regardez l'euro sur le compte de la banque B, vous pourrez pas savoir qu'il vient de la banque A. Et justement la crypto-monnaie c'est totalement différent, c'est-à-dire que quand vous allez envoyer un bitcoin d'une adresse 1 à une adresse 2, quand vous allez simplement regarder le bitcoin sur l'adresse 2, il y aura écrit dans son code source qu'il est passé par l'adresse 1. Du coup, c'est bien ce qu'on appelle la blockchain, c'est un grand registre où l'information elle est scriptée et on peut plus y toucher. Oui.
Alors bon, pour les plus crypto-addicts d'entre vous, je pense que vous allez un peu criser sur notre définition. On essaie de simplifier, je pense que chacun puisse comprendre et se faire une idée. Donc on reste quand même dans des grandes notions sans rentrer dans tout forcément les différentes possibilités qui existent. Et effectivement, quand on parle de blockchain, il faut imaginer que c'est une sorte de grand registre qui est décentralisé, c'est-à-dire qui n'appartient pas à quelqu'un. Chaque en fait intervenant qui va réaliser une transaction sur la blockchain va lui-même avoir une copie et en fait ça permet d'empêcher la falsification de celle-ci vu qu'en permanence vous allez avoir des transactions sur la blockchain et que on va en même temps avoir des personnes qui vont valider les transactions, donc c'est tout simplement des ordinateurs. Dans la pratique, on avait parlé dans je ne sais plus quel épisode où on parlait des fermes de crypto-monnaies qui tournaient avec les cartes graphiques. Effectivement, on utilise en fait des cartes graphiques tout simplement pour effectuer des calculs, donc c'est un gros ordinateur qui va tourner en permanence pour valider des transactions et c'est la validation de ces transactions qui va permettre de l'authentifier et d'empêcher une fraude sur la blockchain. Et du coup, pour les crypto-monnaies, comment est-ce qu'on fait concrètement pour en acheter ou pour en vendre ? Alors, pour en acheter ou en vendre, vous allez avoir deux grandes manières de le faire. Donc, il y a les manières, on va dire, centralisées. Vous allez passer par des plateformes. Alors, ces plateformes, ça ressemble un peu à des bourses. Aujourd'hui, par exemple, quand vous faites sur les marchés financiers, vous avez la bourse de Paris avec Euronext, où en fait, toutes les transactions sur les sociétés cotées auprès de la bourse de Paris passent par Euronext. Donc, c'est simplement un gros broker qui va regrouper les plus petits courtiers qui vont après lui amener les transactions. Et dans la crypto, vous avez des gros exchanges. Les plus célèbres, c'est Bybit, Binance, Kraken, qui sont là parfois depuis très longtemps. Moi, personnellement, je passe par Kraken. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. Je pense qu'ils ont dû être créés en 2011, quelque chose comme ça. On reparlera plus loin parce qu'il y a eu beaucoup de scandales avec des exchanges qui ont fait faillite, d'autres qui ont fermé. Il y a FTX notamment, il y a pas longtemps. On en parlera tout à l'heure. Et la deuxième manière que vous avez de faire une transaction, c'est donc vous ne passez pas par un exchange, vous passez directement par la blockchain elle-même et tout simplement vous allez avoir besoin d'une adresse cryptographique qui peut qui détient votre crypto-monnaie que vous allez pouvoir envoyer à une autre adresse. Donc là c'est, on va dire, un peu plus technique parce qu'en fait vous ne devez pas vous tromper dans le code de l'adresse. C'est souvent une suite de caractères qui peut faire jusqu'à 40 caractères je crois de mémoire. C'est vrai que c'est bizarre, ouais. C'est complexe. Après, à partir du moment où vous maîtrisez le CTRL-C, CTRL-V sur le clavier, normalement, vous pouvez pas vous tromper. Et là, du coup, vous êtes directement sur une transaction sur la blockchain où vous allez devoir avoir un léger frais de transaction pour rémunérer les validateurs qui valident la transaction. Du coup, si on comprend bien, donc toi, tu as tes euros, tu vas les balancer sur un exchange. Oui. Et avec cet exchange, pardon, l'anglais c'est difficile. On est en forme. Sur cet exchange, du coup, tu achètes des crypto-monnaies et tu en revends contre d'autres, c'est ça ? Oui, quand on choisit de passer par les exchanges, donc les plateformes, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, vous allez avoir un compte, un peu comme un compte bancaire, vous allez avoir vos euros ou ce qu'on appelle les tokens, donc les jetons qui symbolisent les monnaies numériques, que vous allez pouvoir acheter ou vendre sur la plateforme. Alors, ça fonctionne un peu comme un marché, vous avez 1 euro, vous choisissez d'acheter une monnaie numérique X, vous vous retrouvez avec le jeton dans votre portefeuille. Certaines plateformes proposent aussi des services de bourse plus classiques, vous pouvez avoir chez un courtier où vous auriez un PEA ou un compte titre pour acheter des actions par exemple, donc vous pouvez shorter, c'est-à-dire faire de la vente à découvert de crypto-monnaies ou faire de l'effet de levier. On l'abordera un peu plus tard, mais voilà, c'est pour toutes les possibilités que vous avez là-dessus. Et du coup, quand tu es sur ton exchange, imaginons par exemple, tu as un portefeuille de crypto-monnaies qui vaut, je sais pas, 30 000 $, on va dire. Comment est-ce que tu fais pour les rediriger vers ton vrai compte ? Enfin, ton vrai compte. Ton compte en euros, compte quoi. Dans une vraie banque traditionnelle qui va te convoquer un lundi matin parce qu'ils viennent de recevoir un virement de 30 000 € et qui vont te demander tout un tas de papiers pour prouver d'où ça vient, effectivement. Petite déclaration TRACFIN au passage. Alors en fait, c'est tout simplement un virement. Donc vous allez par exemple, vous avez, comme disait Marie, vos fonds qui sont sur votre plateforme. Vous devez d'abord les reconvertir en euros ou en dollars pour faire le virement après vers votre compte personnel, et c'est votre banque traditionnelle, donc celle où vous payez avec vos cartes, qui va recevoir les fonds. C'est quand même noté
c'est important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, tous les exchanges crypto vous proposent aussi de retirer directement vos crypto-monnaies, par exemple sur une clé Ledger. Donc une clé Ledger, c'est tout simplement une clé qui va mémoriser les transactions que vous avez effectuées à titre personnel sur la blockchain. Donc en fait, c'est une manière de sécuriser vos cryptos. Faut savoir que en fait, on ne met pas réellement ces tokens sur la Ledger, c'est-à-dire que physiquement, rien ne se passe sur votre Ledger si vous retirez du Bitcoin, mais la Ledger va en fait enregistrer l'adresse où sont stockés sur la blockchain vos crypto-monnaies, et grâce à votre clé Ledger, vous pourrez les retrouver. Donc c'est une autre manière de sortir des fonds d'un exchange, c'est de ne pas sortir des euros, des dollars, mais directement sortir les cryptos. Également, vous avez des plateformes comme Binance. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore le cas, d'ailleurs, ils ont eu des problèmes avec les régulateurs européens dernièrement. Ils ont arrêté de reprendre des nouveaux clients, puis ils ont fermé des comptes, puis ils ont rouvert des comptes. Enfin bref, ils ont eu une grosse activité l'an dernier, mais vous pouviez même avoir une carte bancaire directement reliée à votre compte Binance et payer avec. J'ai un ou deux amis qui avaient fait ça. Ça peut être aussi une manière de se débancariser, d'arrêter de fonctionner par les banques traditionnelles. Vous avez votre compte crypto qui vous génère du cash et vous payez directement avec. Ouais, parce que tu me devances un peu du coup sur la direction où je veux mener le podcast. Du coup, ça veut dire que l'utilisation des crypto-monnaies, de la blockchain, si par exemple on se met tous à utiliser des crypto-monnaies, on se débancarise complètement. Et ça pourrait amener à quoi, à ton avis ? Oui, alors là, on attaque le gros sujet de, en gros, que peut devenir la blockchain et que peuvent faire les banques, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, c'est un petit peu une des idées qui a mené à la création de la blockchain et des crypto-monnaies, c'était de pouvoir faire des transactions sans passer par les banques. Parce qu'en fait, normalement, les banques, en principe, étaient séparées entre les banques de dépôt qui recevaient le cash des épargnants, donc vous et moi, et les banques d'investissement qui, elles, faisaient des opérations sur les marchés. Depuis à peu près 30-40 ans, toutes les banques ont fusionné, donc aujourd'hui, votre banque de dépôt est également une banque d'investissement, et avec la crise des subprimes en 2008, vous avez des grandes banques qui étaient à la fois des banques de dépôt qui ont fait faillite et d'autres qui ont failli faire faillite, et l'idée de la blockchain, c'était justement de pouvoir passer des transactions et de détenir de la monnaie sans passer par les banques. Et aujourd'hui, la technologie est au point. Honnêtement, on peut vivre sans banque. Après, je pense qu'en 2023, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même un peu tôt aussi. Oui, ça se démocratisera. C'est un peu tôt parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'endroits où vous n'allez pas pouvoir payer directement avec vos crypto-monnaies, tout simplement parce que le commerçant ne va pas l'accepter ou le site internet ne va pas l'accepter. Mais ça se démocratise un peu. Ça se démocratise vachement. Il y a Dubaï, non, où tu peux vachement faire de transactions avec les crypto-monnaies. En fait, c'est un gros nid à. C'est tout à fait. En fait, investisseurs. Ça a été un peu. On va dire que leur population leur a un peu forcé la main, dans le sens où forcément à Dubaï vous avez beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens qui ont fait des fortunes dans la crypto-monnaie, et naturellement vous avez des entreprises qui ont créé des services sur la crypto-monnaie. C'est vrai que Dubaï, c'est un endroit où on peut j'ai encore eu une anecdote de quelqu'un qui avait eu un problème de voiture à Dubaï, qui avait en fait eu un accident, qui devait payer une franchise, et en fait la location de voiture n'acceptait pas les moyens de paiement européens, et il a pu payer en crypto-monnaie. Donc finalement, il y a même des endroits où c'est parfois plus simple de payer en crypto-monnaie que de payer avec des moyens de paiement traditionnels. Mais c'est vrai que vous êtes en France en 2023, je pense que vous ne pouvez pas tout faire, parce que il y a des trucs bêtes. Bon, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais est-ce qu'on peut payer un Uber avec du Bitcoin ou l'Ethereum ? Bon, ça je saurais pas vous dire. La vérité, c'est que le système bancaire actuel, il aime pas trop ça, les crypto-monnaies. Pour l'instant, l'Europe est très frileuse à l'idée d'utiliser les crypto-monnaies, parce qu'en fait, c'est très peu réglementé pour l'instant. Rien qu'en fiscalité, on va l'aborder un petit peu, comment est-ce qu'on impose les plus-values sur crypto-monnaie, mais l'Union européenne aime pas ça du tout. Oui, l'Union européenne n'aime pas pour plusieurs raisons. Il y a d'abord effectivement un aspect réglementaire qui vont venir vous dire en disant que c'est dangereux pour les épargnants parce que il y a des arnaques, que des gens se sont ruinés, que des gens ont cru des pubs qu'ils ont eu sur Snapchat, qu'ils ont payé, qu'ils n'ont jamais reçu leur crypto, alors que parfois ça n'a même aucun rapport avec la blockchain directement. Bref, je pense que le gros sujet de l'Union européenne, mais également des États-Unis et de la Chine aussi, je pense de toutes les grandes économies et de toutes les banques centrales, c'est le sujet de savoir est-ce que leur monnaie pourrait finalement se faire remplacer par les crypto-monnaies, et on ne payerait plus avec les monnaies fiduciaires classiques, l'euro, le dollar, le yuan. Et c'est un sujet parce que
Aujourd'hui, les banques centrales tiennent sur les banques, c'est-à-dire que comme on en avait parlé dans l'épisode sur l'immobilier et l'inflation, la banque centrale elle pilote l'économie avec ses taux d'intérêt et on va dire que quand il y a une création de monnaie, c'est les banques commerciales qui font des prêts auprès des intervenants, donc des États, des entreprises et des particuliers. Et si du jour au lendemain on n'a plus besoin de ces banques-là parce que tout le monde paye 100, c'est un gros problème déjà économique parce que les banques elles pèsent énormément et en plus ça retire du pouvoir à la banque centrale qui ne pourra plus piloter l'économie par le biais de l'euro parce qu'on aura d'autres monnaies numériques qui seront décentralisées donc qui ne seront pas justement centralisées auprès de la banque centrale et en plus les États eux-mêmes qui finalement peuvent contrôler ce que vous faites avec votre compte bancaire, retracer le blanchiment d'argent, saisir vos comptes sur les crypto-monnaies, ils sont très embêtés. Alors impossible non, parce qu'il y a eu des cas notamment pour des hackers qui avaient piraté des plateformes qui se sont vus confisquer leurs adresses et soit ils ont coopéré pour une remise de peine par exemple en donnant les identifiants pour que l'État puisse récupérer les crypto-monnaies, soit on va dire les services de hacking du gouvernement ont réussi à craquer les codes et à récupérer les cryptos et vous avez comme ça, je crois qu'un des plus gros détenteurs de Bitcoin c'est l'État américain qui en a saisi énormément sur les 10 ou 15 dernières années, qui les a gardés et qui aujourd'hui détient je crois pratiquement plus d'$1 milliard, je pense, en Bitcoin. Tiens, d'ailleurs, je voulais te demander, le Bitcoin, par exemple, c'est plus en production. Je veux dire, il y a tant de Bitcoin sur le marché, on n'en aura pas plus. C'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait le nombre final de Bitcoin qu'il y aura en circulation. C'est 22 millions et quelques, ou 21 millions à peu près. Donc quand vous multipliez par rapport au prix d'aujourd'hui, vous voyez la quantité de valeur que ça représente. Mais aujourd'hui, on n'a pas débloqué l'intégralité. Alors là, j'avoue, tu me poses une colle, je voudrais pas dire de bêtises. Je renvoie aux spécialistes d'entre vous, ou alors j'irai vérifier et je vous le dirai dans le prochain épisode. Je pense qu'on est entre 13 et 15 millions de Bitcoin en circulation. Et en fait, le fonctionnement, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a une transaction qui est passée sur la blockchain Bitcoin, il y a un frais en Bitcoin qui est pris sur le Bitcoin qui est transféré directement et qui rémunère le validateur. Et l'autre partie de la rémunération du validateur, c'est directement une émission de nouveaux Bitcoin. Et là, c'est bien parce que ça permet de faire la transition avec un autre nom important dans l'écosystème crypto qui est le halving. Donc le halving, vous avez ça sur plusieurs blockchains, mais notamment sur celle du Bitcoin, où en fait tous les 4 ans, vous avez une diminution de 50% de la quantité de Bitcoin qui est émis après une transaction. Donc c'est pour ça que au début, quand Bitcoin est apparu, chaque fois que vous validiez une transaction, vous aviez beaucoup de Bitcoin qui étaient émis. Forcément, ça représentait peu en valeur parce qu'à l'époque, le Bitcoin valait 1 centime. Maintenant que le Bitcoin vaut, alors là, en ce moment, on est à peu près à $30,000. Vous en avez une certaine quantité. Et en 2024, donc c'est novembre 2024 qu'on aura le prochain halving, à partir du mois de décembre 2024, vous aurez moitié moins de Bitcoin qui viendra rémunérer les validateurs. Sauf que c'est directement en lien avec le prix et que si à ce moment-là le prix du Bitcoin est plus élevé, en valeur réelle, les validateurs obtiendront probablement la même chose ou plus ou moins, ça dépendra du cours. Mais par contre, en Bitcoin réel reçu sur leurs adresses, ils en auront moins. Donc il y a quand même le Bitcoin est quand même une monnaie inflationniste où il y a une certaine quantité de Bitcoin qui est mis en plus. Par contre, on sait qu'à un moment donné ça s'arrête et je crois que c'est à peu près dans 130 ans où le dernier Bitcoin sera émis. D'ici là, on va arriver à un moment donné où les nouveaux Bitcoins seront émis de manière très lente. D'accord. Et du coup, vu qu'on parle de Bitcoin, tu peux expliquer ce que c'est une NFT ? Alors, une NFT, c'est tout simplement c'est devenu assez populaire depuis le dernier bull run 2020-2021 où il y a eu beaucoup de spéculations sur les NFT. En fait, une NFT, c'est tout simplement une preuve de la réalité d'un fichier informatique. Alors, c'est devenu très célèbre avec des images, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une NFT c'est surtout une image, mais en soi vous pourriez mettre n'importe quoi dans une NFT, ça pourrait être des lignes de code, ça pourrait être un contrat par exemple qui aurait été mis à l'intérieur d'une NFT, ça pourrait être aussi par exemple un événement de votre vie que vous voudriez attester qu'il est vrai que vous mettriez à travers une NFT.
Et pourquoi est-ce que c'est principalement des images? C'est une question de place et de taille, parce qu'en fait forcément quand il y a une NFT qui est créée, elle est stockée directement sur la blockchain, et que comme tout réseau informatique, ça prend de la place. Là aujourd'hui, c'est un gros enjeu, je pense, de l'industrie crypto, c'est la logique de place et de quantité d'énergie qui est fournie par les ordinateurs pour valider les transactions. Mais demain, on pourrait parfaitement avoir des NFT sous forme de vidéos, sous forme de GIF, plus ou moins longues. Le problème, c'est que ça ferait des fichiers de plus en plus gros. Et c'est notamment pour ça que la blockchain Bitcoin, alors techniquement, c'est possible de faire des NFT dessus, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Alors, ils ont mis tout un protocole en place pour que ça puisse se faire. Le problème, c'est que la blockchain Bitcoin n'est pas conçue pour avoir des fichiers de taille importante. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas cette blockchain-là qu'on utilise pour les NFT. On va parler un peu fiscalité du coup pour les crypto-monnaies, parce qu'en vrai c'est bien d'avoir en tête quand même que quand vous retirez, vous êtes imposable à partir du moment où vous retirez, en tout cas pour les particuliers, vous retirez votre argent de l'exchange pour aller vers un compte bancarisé, c'est bien ça. Du coup vous êtes imposé dans les revenus des capitaux mobiliers et c'est 30%, vous êtes soumis à la flat tax. À la flat tax directement. Donc il y a 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8 d'impôts sur le revenu. Voilà. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Après bon, c'est finalement la même fiscalité que vous avez sur les dividendes ou sur les plus-values d'actions. Donc on veut dire qu'il n'y a pas une classe d'actifs, que ce soit les actions, les crypto-monnaies, qui est plus intéressante d'un point de vue fiscalité. Néanmoins, je pense que ce qui est assez intéressant dans la crypto, et ça c'est vraiment à savoir, c'est qu'en fait, grâce à la loi de finances 2018, donc qui a mis en même temps la flat tax de 30% sur les crypto-monnaies, vous avez en même temps un report d'imposition à partir du moment où vous restez en crypto au moment de votre transaction. Et ça vraiment c'est game changers, parce que si par exemple vous décidez de vendre du Bitcoin contre de l'Ethereum, ce qui est parfaitement possible, avant 2018 vous étiez taxé si vous aviez une plus-value de Bitcoin en valeur réelle d'Ethereum. Donc en plus à chaque fois vous devriez reprendre la transaction, reprendre la valeur au jour de la crypto-monnaie et calculer les valeurs en euros. Donc c'était un vrai casse-tête, et on s'est bien rendu compte que par rapport à la blockchain, à l'industrie blockchain, c'était impossible pour les acteurs français de se développer. Donc en fait, ils ont mis en place que tant que vous restez en crypto, vous n'êtes pas taxé. Donc logiquement, si vous avez du Bitcoin, vous avez de la plus-value, que vous voulez l'encaisser, vous pouvez tout simplement passer ce qu'on appelle en stablecoin. Donc le stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui réplique une monnaie réelle. Donc par exemple, sur le dollar, vous avez l'USDT et l'USDC. Donc l'USDT, c'est la plus grosse, émise sur la blockchain Tether et qui est la plus utilisée aujourd'hui. Et vous avez l'USD Coin où là, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, l'entreprise qui a émis l'USDC a en fait réussi à placer une partie des dollars auprès de la banque centrale américaine, donc ça rajoute une sécurité. Et vous avez petit à petit des stablecoins dans d'autres monnaies, donc du dollar canadien, de la livre et de l'euro qui commencent à apparaître. L'avantage, c'est que du coup vous prenez, vous n'avez pas à payer votre plus-value tant que vous restez là-dessus, donc c'est assez intéressant parce que ça vous permet, par exemple, vous vendez du Bitcoin, vous voulez le réinvestir sur une autre crypto-monnaie, et en fait vous n'allez pas payer d'impôts et vous pourrez réinvestir dans l'autre crypto-monnaie. Ça évite de se faire amputer de 30% de la plus-value que vous avez générée. Après, attention quand même sur la fiscalité, je pense, pour conclure là-dessus, si vous faites des très grosses plus-values sur vos crypto-monnaies, vous n'êtes pas à l'abri d'être requalifié professionnel. C'est vrai aussi si vous faites des très grosses plus-values sur les marchés financiers, mais on a quand même un flou aujourd'hui sur l'industrie de la crypto, de savoir ce que représentent des plus-values exceptionnelles, sachant que c'est ça arrive assez souvent qu'il y ait des résidents fiscaux français qui fassent des très grosses plus-values en crypto. Et la problématique, c'est que par exemple, s'ils n'ont pas d'autres revenus, l'État va qualifier que c'était une activité professionnelle, auquel cas ils ne doivent pas que l'impôt sur le revenu, mais également les cotisations sociales. Donc par exemple, comme s'ils étaient dentistes ou boulangers, et là, ça fait très mal. Donc faites quand même attention à ça. Si jamais vous faites des plus-values, quand on parle de grosses plus-values, c'est par exemple plus de 100 000 euros alors que vous ne gagnez rien. Maintenant, si vous gagnez 100 000 euros de salaire annuel et que vous faites 100 000 euros de plus-value, c'est pas anormal par rapport à vos revenus, et vous avez une autre activité à côté qui justifie que vous ne faisiez pas ça à titre professionnel. C'est plutôt dans le cas où vous êtes étudiant, chômeur, où là pour le coup ça peut vraiment amener les services fiscaux à venir vous redresser là-dessus. Une autre solution qui est peut-être pas aussi simple aujourd'hui, c'est de passer en société.
Donc c'est directement par exemple, vous avez une SAS qui ouvre un compte sur une plateforme de crypto et du coup c'est la SAS qui va porter vos investissements, et auquel cas quand vous allez repasser en euros, vous serez fiscalisé à l'impôt sur les sociétés tout simplement, donc au taux de 15% jusqu'à 42 500 et à 25 au-delà. Avant de parler un peu stratégie d'investissement, tu as parlé de Bitcoin, Ethereum, d'autres altcoins. Qu'est-ce qu'on peut acheter du coup ? Alors aujourd'hui, je crois qu'il existe à peu près 3000 crypto-monnaies différentes. Grosso modo, on parlera que de crypto-monnaies qui sont dans le top 30 ou le top 50, on n'ira pas au-delà parce qu'en fait, en réalité, n'importe qui peut créer une nouvelle crypto-monnaie, surtout que vous avez un certain nombre de blockchains. Donc en fait, une blockchain, c'est une technologie particulière, donc en général, qui a émis son propre token. Par exemple, vous avez la blockchain Bitcoin, vous avez la blockchain Ethereum, vous avez la blockchain Solana par exemple, et en fait sur ces différentes blockchains, en théorie on pourrait créer un autre token. Par exemple sur la blockchain Ethereum, vous avez de l'Ethereum et vous avez l'Ethereum classique. Sur la blockchain Bitcoin, vous avez du Bitcoin, vous avez également le Bitcoin Cash qui est différent du Bitcoin. Vous pouvez avoir plusieurs tokens différents qui sont en réalité au sein d'une même blockchain. Et il existe beaucoup de tokens différents que vous pouvez acquérir. Il y a le Bitcoin qui est en fait le roi, donc on considère un peu, on le compare en général à l'or sur les marchés financiers classiques. Il faut savoir que l'or c'est une valeur refuge, c'est-à-dire que quand en soi il y a de la peur qui monte, qu'on a peur d'une crise financière, souvent vous avez l'or qui monte. Bitcoin dans l'industrie crypto-monnaie, ça fonctionne un petit peu pareil, c'est lui qu'on va regarder, c'est lui qui sert un peu de point de repère, parce que ce qui est important aussi, c'est que on va dire dans la finance classique, vous allez par exemple avoir des indices boursiers, donc le CAC 40, le S&P 500 US, qui vont vous donner un petit peu le vent du marché, est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier, est-ce qu'on est en crise financière ou pas. Et dans les crypto-monnaies, c'est Bitcoin qui va donner en fait la marche à suivre et qui va nous dire si on est en marché baissier, si on est en marché haussier. Et après, vous allez pouvoir investir dans tout un tas d'altcoins. La plus grosse, qui est... Certains disent qu'un jour elle dépassera Bitcoin, moi je pense pas, je pense que ça restera la numéro 2 par sa technologie, mais elle ne détrônera jamais Bitcoin à cause de l'effet valeur refuge. C'est Ethereum, qui est bien plus abouti d'un point de vue technologie, parce que vous pouvez faire beaucoup plus de choses sur la blockchain Ethereum que sur la blockchain Bitcoin. Ils ont résolu depuis longtemps les problématiques de stockage avec des solutions technologiques, c'est-à-dire qu'à long terme, la blockchain Ethereum ne sera pas un problème pour héberger beaucoup de données. À un moment donné, vous en avez peut-être entendu parler, c'était 2019-2020 je crois, où vous aviez des spots publicitaires sur internet, on en parlait dans des émissions, vous disiez que l'industrie crypto-monnaie c'était extrêmement polluant parce que ça consommait énormément d'énergie, et Ethereum en fait a réagi. L'entreprise qui est derrière Ethereum a réagi en proposant une nouvelle manière de valider les transactions, et au lieu que ce soit uniquement des ordinateurs et des cartes graphiques qui consomment de l'électricité qui valident les transactions, il y a aujourd'hui un système de pool. Donc en fait vous pouvez directement stacker des Ethereum dans un pool. En théorie il faut 32 Ethereum, ou en tout cas d'une même personne, ou rassembler 32 Ethereum de personnes différentes, et vous pouvez devenir un pool de validation et valider des transactions directement en ligne, et ça consomme à peu près 10 fois moins d'énergie. D'ailleurs, petite anecdote, mais là encore, c'est ce que vous pouvez voir sur internet ou dans les médias classiques que vont regarder vos parents et vos grands-parents sur la question des crypto-monnaies, c'est beaucoup moins polluant qu'on le dit. Parce que quand on le regarde d'un point de vue de l'électricité utilisée pour faire fonctionner les ordinateurs qui valident les transactions, effectivement ça consomme énormément d'électricité. Sauf que ce qui donne avant tout une raison aux validateurs d'utiliser leurs ordinateurs et de les laisser tourner, c'est le prix d'électricité à l'endroit où ils sont. Donc naturellement dans les pays où l'énergie est chère, vous avez peu de gens qui vont miner de la crypto-monnaie et valider des transactions. À l'inverse, vous avez de plus en plus d'entreprises qui ont été assez innovantes là-dessus et qui ont installé des fermes de minage, donc parfois des grands containers. Vous voyez un container au Havre, à quoi cela ressemble, et c'est la même chose mais rempli de cartes graphiques qu'ils ont déposé dans un endroit du monde où il y avait en fait trop d'électricité qui était produite par rapport à les besoins en consommation. Donc vous avez eu le cas notamment en Afrique, parce que ça arrive souvent dans ces pays en voie de développement où on va construire un barrage, une entreprise va construire un grand barrage qui fabrique énormément d'électricité verte, parce que pour le coup ça fabrique pas ça n'émet pas de CO2. Et en fait, on n'a pas encore les infrastructures pour distribuer cette énergie. Les villes voisines ne consomment pas beaucoup d'électricité parce que les industries se sont pas encore installées. Parfois, vous n'avez pas encore les câbles haute tension qui permettent de relier l'électricité
créé par ce barrage directement dans une grande ville, et en fait vous vous retrouvez avec une entreprise qui a un barrage et qui ne peut pas vendre son électricité, qui se retrouve en perte, qui va peut-être faire faillite et arrêter l'entretien du barrage, ce qui serait catastrophique. Et vous avez ces sociétés dans l'industrie crypto qui arrivent avec leurs containers, qui les déposent à côté du barrage, qui utilisent une partie de l'électricité en surplus du barrage pour faire tourner les fermes et valider des transactions. Et là effectivement vous avez énormément d'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner les blockchains de crypto-monnaies, sauf qu'en fait vous n'avez pas d'émission de CO2 parce que dans tous les cas cette électricité elle aurait été perdue, et en plus si c'est mis à côté d'une source comme un barrage, typiquement là on est dans le cas parfait où on est sur une énergie propre. Donc toujours se méfier quand on vous sort des chiffres, des calculs, surtout souvent quand ça vient en plus d'économistes ou de soi-disant spécialistes qui sont assez contre les cryptos et l'industrie en général. Du coup, pour revenir à la stratégie, toi, si par exemple tu commencerais à investir dans les cryptos, tu commencerais par quoi? Est-ce que c'est de l'argent rapide, c'est de l'argent facile? Est-ce qu'il faut s'y connaître un petit peu quand même, ou tout le monde peut s'y mettre? Alors, argent facile, je te dirais que non, parce que y a un dicton d'investissement qui dit qu'il n'y a jamais de repas gratuit, donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de solution pour faire de l'argent facilement. Tout est pas forcément difficile, mais tout nécessite du travail, nécessite des connaissances, nécessite de s'intéresser aux choses et de mettre en place une stratégie. Est-ce que c'est de l'argent rapide? Ça peut l'être. Pas forcément, vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent, mais ça peut être un moyen rapide de se créer une épargne et d'avoir des plus-values. Et je pense que pour notre génération, c'est une belle opportunité d'investissement. Vraiment dans le sens où c'est pour ça que quand on a fait la liste des épisodes du podcast, on hésitait entre parler d'abord des marchés financiers ou d'abord des crypto-monnaies. Il y a des très belles choses à faire en investissant sur les marchés financiers, et c'est un bon moyen de diversifier ses investissements, de se générer un revenu complémentaire éventuellement à terme, et en tout cas d'avoir des actifs. Je pense qu'aujourd'hui, les marchés financiers, en tout cas tels qu'ils sont aujourd'hui en 2023, c'est-à-dire en sortie de crise inflationniste, en sortie de Covid, avec des actions qui sont très chères, principalement sur les grandes valeurs technologiques et les valeurs du luxe, je pense que c'est pas forcément le moment d'avoir des opportunités gigantesques sur les marchés actions. Par exemple, vous en aviez eu en mars 2020, quand vraiment les bourses étaient effondrées au moment du Covid. Ceux qui sont rentrés à ce moment-là, c'était une très belle opportunité, et peut-être l'opportunité de la décennie sur les marchés financiers. Mais d'un point de vue des classes d'actifs et de votre potentiel de ratio risque-gain, je pense que la symétrie est très positive sur les crypto-monnaies, tout simplement parce que si vous partez du principe que quand on réalise un investissement, on peut tout perdre, vous avez 100 €, vous vous dites que dans le pire des scénarios, vous perdez 100, mais sur les marchés financiers, si vous êtes bon, vous pourrez peut-être générer 200 à horizon 3, 4, peut-être 5 ans, si vraiment vous êtes très bon, encore une fois. Dans les crypto-monnaies, honnêtement, si vous avez 100, vous pouvez générer 500 à horizon 2 ans. Donc en termes de risque ratio, moi je préfère être prêt à perdre 100 pour gagner 500 en 2 ans que perdre 100 pour essayer de gagner 200 en 5 ans. C'est vraiment comme ça que je vois. Il y a un plus gros effet de levier en fait sur les crypto-monnaies. Oui, l'effet de levier de gain, parce qu'on est sur un marché qui est beaucoup plus volatile, qui est beaucoup plus petit aussi. Il faut pas oublier que là aujourd'hui le marché des crypto-monnaies c'est 1000 milliards d'euros. C'est à peu près l'équivalent de la capitalisation d'Apple, d'Amazon ou de Tesla. Enfin vraiment, on est sur en fait la valorisation totale du marché des crypto-monnaies est très faible en comparaison à certaines des plus grandes entreprises de la planète. Alors vous me direz oui, mais bon, ces entreprises sont innovantes, c'est elles qui créent des vraies technologies avec l'IA, les voitures autonomes, l'internet, etc. Oui, peut-être. Néanmoins, je pense que la technologie blockchain est vraiment quelque chose d'innovant, où il y a beaucoup de solutions techniques et qui sont intéressantes pour, là encore, faire évoluer. On parlait de comment on pourrait se passer des banques directement avec cette technologie, et un marché de 1000 milliards d'euros ou de dollars en fonction de la monnaie dans laquelle vous le suivez, c'est pas si important. Honnêtement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être que d'ici 10-15 ans, quand les grands fonds d'investissement, BlackRock, Venture, Vanguard seront allés à l'intérieur de ce marché, probablement que il y aura moins d'opportunités et que la capitalisation sera beaucoup plus importante. Je pense que là aujourd'hui en 2023, il y a encore quelque chose à faire. Après, il faut pas non plus imaginer que vous allez faire des fois 1000. On vous voit les investisseurs qui ont mis de l'argent sur le PP, qui est un meme coin qui a fait fois 30 000%, je crois, au mois de juin ou au mois de mai dernier.
Effectivement, vous avez aussi des petites crypto-monnaies qui parfois vont exploser, mais il faut pas oublier que les petites pépites, elles sont dures à avoir et qu'il y a, encore une fois, beaucoup d'arnaques parce que n'importe qui peut créer une crypto-monnaie sur une blockchain. C'est pas très compliqué à partir du moment où vous y connaissez en codage et que vous décidez d'apprendre. Donc il faut faire assez attention et moi je vous préconiserais de rester principalement, si vous ne connaissez rien à la crypto, uniquement sur Bitcoin, Ethereum, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies. Et si jamais vous êtes, on va dire, un peu plus connaisseur, vous choisissez de diversifier un peu plus votre portefeuille, de rester sur des altcoins dans le top 50 et de pas la nouvelle crypto-monnaie qui vient de sortir où vous avez un sombre message sur Telegram qui vous dit qu'elle va faire x 50 000. Méfiez-vous-en, sauf si vous êtes très averti. Ça s'appelle comment du coup? C'est un pump and dump, non? Quand y a des gens qui créent une crypto, ils disent ouais, investissez sur cette crypto, etc. Ils la font monter et eux ils vendent à ce moment-là et du coup ça s'écroule. Exactement. C'est un petit peu ce qui s'est passé ou pas avec le meme coin PP. Alors il faut savoir qu'est-ce qu'un meme coin. Alors en fait on a donné tout un tas de noms aux différents altcoins, donc autres que Bitcoin et Ethereum. Ça fait beaucoup de noms techniques. Ouais, ça fait beaucoup de noms techniques. Après c'est parce que peut-être que vous connaissez pas énormément, mais il y a pas 40 noms et quand vous décidez de vous intéresser un peu à la crypto, ça revient souvent. Ça revient souvent. Donc en fait on parle souvent donc des altcoins. Donc c'est en fait tout ce qui est autre que Bitcoin. Ethereum aussi, même si à la base c'est un altcoin, maintenant on considère que c'est une des plus grosses crypto-monnaies. Et à l'intérieur des altcoins, vous allez avoir donc des blockchains qui sont novatrices ou qui proposent vraiment des technologies innovantes. On peut parler de Ripple. Je pense que tout à l'heure on parlera un petit peu de Ripple parce que c'est parmi de ce qu'on peut faire de mieux en termes de blockchain. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des shitcoins. Alors les shitcoins, c'est comme le nom l'indique en anglais, c'est des coins de merde entre guillemets où en fait il y a rien derrière, il y a pas de technologie, il n'y a pas une boîte qui vient avec quelque chose d'innovant adossant son token, c'est simplement un token qui a vendu sur un bout de papier soi-disant une technologie, on se rend compte que derrière il n'y a rien, et pourtant ça peut quand même prendre des valeurs immenses. On peut penser donc au memecoin PP. Alors le memecoin, vous connaissez les mèmes sur internet, mais là c'est si jamais vous êtes familier du forum Reddit ou du forum 4chan aux États-Unis, il y avait en fait un mème qui était PP, qui est une grenouille. C'est certain la grenouille verte. Ouais, c'est certain que vous l'avez. Connue, ouais, elle est ultra connue. C'est certain que vous l'avez déjà vu quelque part sur internet. Et il y a des petits malins qui se sont dit allez c'est bon, on crée un token avec le sigle du token, c'est le même PP pardon, et on les met et c'est sûr que ça va péter. Effectivement, vous aviez les créateurs qui détenaient la majorité du pool des tokens qui avaient été émis, donc eux ils en avaient beaucoup même si ça valait pas grand chose quand ça a été émis. Beaucoup de gens voulaient en acheter, le cours a monté très fort de je crois 30 000% en quelques jours et forcément les créateurs ils revendent au plus haut, ils encaissent l'argent de ceux qui ont acheté pendant que ça montait et derrière ça s'effondre et ceux qui ont acheté pendant la hausse en fait ils se retrouvent derrière avec une moins-value de 90% sur leur investissement. Donc bon, quand on a tenté le truc en mettant 100 euros c'est pas très grave, maintenant si vous avez mis 10 000 euros ça l'est davantage. Grosso modo restez loin de ce type de pump and dump. Moi personnellement j'ai jamais participé, je vois bien qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Les seuls qui gagnent c'est finalement ceux qui créent ce token, qui mettent en place le pump and dump et qui sont finalement des arnaqueurs parce qu'ils vont garder votre argent et que vous n'aurez rien à la fin. Ayez quand même une logique d'investisseur, c'est-à-dire renseignez-vous sur ce que vous achetez et n'essayez pas de trouver le coup du siècle qui va faire de vous un millionnaire en 2 semaines, ça n'existe pas. Y compris dans l'industrie des cryptos, c'est pas parce que vous avez 1000 euros que vous allez transformer en 1 million, enfin c'est quasiment impossible, sauf si vous avez vraiment énormément de chance, mais bon c'est arrivé par le passé, vous avez toujours celui qui a mis 100 euros, 1000 euros. Moi j'ai un ami qui avait mis, alors je me souviens plus du nom de la crypto, mais il avait mis 100 euros je crois sur une crypto qui a fait 10 000%, 20 000%, il a sorti 10 ou 20 000 euros derrière. C'est super, mais bon, il était pas millionnaire non plus, il aurait fallu mettre beaucoup plus que 100 euros pour être millionnaire, et il l'a pas tenté parce qu'il se doutait bien que c'était quand même très risqué. Donc il y a quand même cette logique d'investisseur de ne pas acheter n'importe quoi, de vous renseigner, d'aller vers les projets et les blockchains auxquels il y a du potentiel. Même si on le voit, c'est pas aussi facile que ça de savoir quand un projet est viable ou pas, parce qu'on peut parler de FTX. Oui, j'allais t'en parler, du coup, comment est-ce qu'on sait
si l'exchange il est fiable. Pourquoi FTX a pété en fait? Pourquoi FTX a pété? Mais en fait, FTX a pété, c'était, alors il disait que c'était le 3e plus gros exchange au monde. Bon, c'était possible au moment où ça a pété. Ce qui s'est passé, c'est que le fondateur n'a pas respecté des règles simples de gestion d'une entreprise, c'est-à-dire de laisser la trésorerie de ses clients sur le compte de l'entreprise. Il les a investis dans une autre boîte qui s'appelait Alameda Research. Pardon. Oh là. Ouf, moi aussi mon anglais il est plus Il que est un peu rouillé. Et ils ont fait des mauvais investissements, du coup ils se sont retrouvés tout simplement en état de faillite, c'est-à-dire quand une entreprise a moins de liquidités disponibles que de dettes exigibles, donc ils se sont mis en faillite. Et alors je sais toujours pas, des fois je vois des news passer comme quoi ceux qui avaient des comptes chez FTX, ils vont pouvoir récupérer leurs fonds à partir de telle date, on ne sait toujours pas. J'ai vu aussi qu'il y avait un conglomérat de grands fonds américains qui voulaient racheter FTX, enfin le portefeuille de FTX, et créer un nouveau exchange qui allait s'appeler Daily X, je crois, ou Daily Market, enfin bref. Ils ont ce projet-là, ils l'ont lancé, je crois, aux États-Unis. Alors, est-ce que ça permet à tous les clients américains qui avaient des fonds chez FTX de les récupérer? Je vous avoue que je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que il s'est barré avec la caisse. Il s'est barré avec la caisse. En gros, c'est ça. Quand quelqu'un a une entreprise et utilise les fonds de son entreprise pour d'autres projets que simplement les investissements de son entreprise, c'est du détournement de fonds et c'est partir avec la caisse. Et le problème, c'est que il y avait également des tokens qui étaient associés. Donc vous aviez un token FTX qui était en circulation, qui avait justement été émis par l'exchange, parce que parfois les exchanges aiment bien émettre un token parce que ça permet d'avoir une meilleure interaction. Il se crée un espèce de petit marché. Par exemple, Binance a le BNP coin qui est justement émis par l'exchange du même nom, et FTX avait fait de même, et forcément son jeton du jour au lendemain a coté 0. Donc ceux qui avaient investi dedans et en se disant peut-être que ça allait être un super token, ils ont tout perdu également à ce moment-là. Enfin, tout perdu de leur investissement sur ce token. Du coup, pour un peu conclure sur ça, c'est que en fait c'est facile de faire des gros gains, mais c'est très facile aussi d'en perdre au final sur les cryptos. Oui. C'est pour ça qu'il faut s'y connaître. Enfin, je pense que c'est bien de partir avec quelques connaissances et pas faire de la spéculation à tout va. Toi, tu peux un peu expliquer comment t'avais commencé les cryptos? Parce que moi, je me rappelle, c'était en 2018 et c'était rouge foncé. Donc, ah oui, ça en effet, bon, c'est l'anecdote personnelle de ne faites surtout pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert les crypto-monnaies fin 2017. Au moment de l'avant-dernier bull run. Bon, je prends un coup de vieux quand je me rends compte que là on risque de repartir sur peut-être le 3e bull run que j'ai connu sur le marché des cryptos, mais bon bref. Donc ça fait un peu moins de 6 ans que j'avais découvert au moment où le Bitcoin avait atteint les $5000. Il y avait un moment de folie, tout le monde se disait que c'était impossible que le Bitcoin cote $5000. Regardez combien il vaut aujourd'hui. En plus, il y avait eu une news, je me souviens à l'époque, qui avait fait moins 40% en 24 heures sur le prix du Bitcoin. C'était la Chine qui avait interdit les exchanges de crypto, parce qu'il y en avait pas mal en Chine à l'époque. C'était beaucoup plus décentralisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des très gros acteurs qui sont dans le monde entier, Kraken, Binance, Bybit, UOB aussi, KuCoin, enfin voilà, c'est les plus gros. À l'époque, vous en aviez plein de petits qui étaient uniquement au Japon, uniquement en Corée, uniquement en Chine, et en fait, la Chine avait tout simplement banni les exchanges. Alors, je crois que les Chinois aujourd'hui, légalement, ils peuvent plus ou moins acheter des cryptos, c'est assez flou, mais en tout cas, il n'y a plus d'exchange en Chine. Et à l'époque, les exchanges avaient dû quitter la Chine à cause de cette news, et du coup, le cours du Bitcoin était repassé de $5000 à 2800 en 24 heures. Et pourtant, il a été coté jusqu'à 19 500 3 mois plus tard. Donc c'est pour vous expliquer un peu la volatilité qu'il peut y avoir. Et moi, je suis arrivé un peu à ce moment-là, j'y connaissais pas grand-chose. J'ai pas fait cet effort de me renseigner. Si j'ai regardé quelques vidéos sur le Bitcoin, je me suis dit ça a l'air pas mal. Faut savoir qu'aussi à l'époque, le contenu était moins étoffé qu'aujourd'hui sur Internet de manière générale, que ce soit les articles de forum ou YouTube. On va dire que c'était quand même réservé à des petites niches de passionnés. Et j'avais fait des pertes sur du trading. Alors là, c'était pas du trading crypto, c'était du trading classique sur les marchés financiers. J'avais fait des pertes assez importantes dont on reparlera dans un autre épisode. Et il me restait un petit peu, il me restait peut-être 20% de ce que j'avais mis sur mon portefeuille à l'époque. C'était pas énorme, c'était quelques centaines, peut-être 1500 euros, quelque chose comme ça. Et je me suis dit je vais investir ce qui me reste en crypto. Peut-être que si effectivement tous ceux qui vous disent que ça va exploser, ça fonctionne, ça me permettra de refaire mes pertes. Et donc j'ai investi un tout petit peu sur Bitcoin, un petit peu sur Ethereum, 2-3 autres cryptos et Ripple. Alors Ripple, moi vraiment j'y connaissais rien. Je vous cache pas, c'est réellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi sur cette crypto parce qu'elle cotait 15 ou 16 centimes à l'époque.
et je me suis dit ouais, ça vaut 15 ou 16 centimes, il y a plus de chances que 15 ou 16 centimes ça passe à 1, 2, 3, 4, 5 dollars plutôt que le Bitcoin qui est déjà à 15 000. Enfin bon, c'était un raisonnement financier complètement pété qui me montrait bien que j'avais aucune formation intellectuelle dans ce domaine, mais c'est ce qu'on appelle aussi la chance, c'est que derrière le Ripple est passé de 15 centimes de dollars à 4 dollars, et j'ai refait toutes mes pertes en trading grâce à uniquement, je crois, 400 dollars que j'avais mis sur le Ripple, et pourtant je n'étais même pas sorti au plus haut parce que j'avais eu l'erreur de débutant de voir que le cours était à 4 dollars. Je me souviens, c'était en plus au Nouvel An 2018, le 1er janvier 2018, j'étais en soirée et je regardais mon application et je voyais 4 dollars. Je me suis dit c'est incroyable, ça va monter à 20. Bah non, derrière c'est retombé à je crois 25 ou 30 centimes quelques mois plus tard. Donc là aussi c'est une autre règle. Si vous avez la chance de bien avoir investi sur les cryptos et qu'à un moment donné les cours s'envolent, vendez, prenez votre plus-value. En général, les gens qui perdent des fonds ou qui n'arrivent pas à générer de profit sur la crypto, c'est tout simplement ils arrivent trop tard. Ils n'ont pas su sortir. Sinon. Ils n'ont pas su sortir souvent, donc c'est ceux qui sont rentrés au bon moment, ils n'arrivent pas à sortir en se disant mon Dieu, le Bitcoin atteint 200 000 dollars, il va monter à 20 millions, alors qu'au bout d'un moment, il faut bien que le marché respire et que ça redescende, même si plus tard ça peut repartir, parce que on vous voit bien, Bitcoin il avait atteint 19 500, il est retombé à 3 000 dollars en 2020 et après il est reparti à 65 000 dollars, donc il y a des grandes amplitudes. Néanmoins, vendez, prenez votre plus-value, et les autres investisseurs qui ne gagnent pas d'argent, c'est ceux qui rentrent trop tard, c'est-à-dire qu'ils arrivent après la musique. C'est quand les cours, si vous avez déjà ouvert un cours boursier de votre vie, vous avez normalement utilisé ce qu'on appelle des chandeliers japonais, qui sont en fait ce qu'on appelle des bougies. Donc c'est très simple à lire, parce que quand le cours monte, la bougie est verte, quand le cours baisse, la bougie est rouge, et la bougie représente une unité de temps, donc ça peut être une semaine, une journée, une heure. Et en fait, quand vous avez des énormes bougies vertes gigantesques qui montrent que le Bitcoin prend 40% d'une journée, en général c'est le moment de vendre, parce que on arrive dans un excès, il y a trop d'acheteurs, il y a trop de gens qui veulent du Bitcoin, il n'y a plus de vendeurs, et derrière vous aurez forcément une respiration à un moment donné où le cours va repartir dans l'autre sens. Si vous avez la chance d'en avoir acheté avant qu'il y ait les grosses bougies vertes, vendez, commencez à vendre, prenez au moins de quoi récupérer votre investissement, laissez peut-être courir ce qu'on appelle une partie de votre position, vous disant c'est jamais que ça pète encore plus fort, mais récupérez vos gains, ne restez pas collé sur le marché, sinon soit vous allez finir par vendre, vous serez en perte et vous serez extrêmement frustré, soit vous allez devoir rester collé pendant encore des années en attendant le prochain bull run pour récupérer une partie de ce que vous aviez investi. Du coup, tu parles de bull run, ça veut dire que sur les cryptos, il y a une espèce de temporalité quand même du marché, et il y a des moments plus propices que d'autres à investir, parce que bull run, du coup, c'est la fin du marché, si j'ai bien compris. Non, c'est pas la fin du marché. Le bull run, c'est le moment où le marché s'envole, c'est-à-dire où il y a, les prix baissent. La fin du cycle, on est d'accord, voilà, parce que tous les actifs, et ça, vous retrouvez ça que ce soit dans l'immobilier, dans les marchés financiers, sur les matières premières, vous avez des cycles, c'est-à-dire des moments d'expansion où les cours vont monter pendant plus ou moins longtemps, et des moments de respiration ou de stabilisation où les cours vont redescendre parce qu'il y a eu un excès sur le marché. On considère en général que sur les marchés financiers, les cycles ils durent entre 10 et 15 ans, donc tous les 10 ou 15 ans, vous avez en fait une crise financière qui vient matérialiser le fait que vous avez eu une envolée trop forte des cours et que derrière, il faut bien que le marché respire. Alors, il peut y avoir aussi des raisons exogènes à cette respiration, mais dans tous les cas, elle arrive. Sur le marché immobilier, c'est beaucoup plus lent, on considère en général que c'est un cycle de 30 ans, et là on regarde la dernière crise immobilière en France, c'était dans les années 90, là on nous dit qu'on pourrait avoir une nouvelle crise immobilière, on est à peu près 30 ans après, et sur le marché des crypto-monnaies, les cycles ils durent 4 ans à peu près, c'est-à-dire que il y avait eu un bull run fin 2017 et vous en avez eu un deuxième qui s'est fini début 2021. Oui, début 2021, plutôt le mois de mai. Mois de mai. Ouais, plutôt. Enfin moi en tout cas, j'étais sorti au mois de mai, j'étais sorti quasiment sur les plus hauts du Bitcoin, mais après vous avez d'autres altcoins qui ont pété jusqu'à la fin de l'année 2021. Et après, il y a forcément un moment de respiration. Donc toute l'année 2022, elle a été, on était ce qu'on appelle en bear market. Donc vous avez le bull run, donc c'est le taureau qui lève le cours, et vous avez le bear market avec l'ours qui met un coup de patte vers le bas sur les marchés. C'est de là que viennent ces notions de bull market et de bear market. Et donc on est en bear market en 2022, 2023. Pour l'instant on est positif parce qu'en fait on était tellement bas au 1er janvier que forcément quand on regarde l'évolution du cours depuis le 1er janvier, on est positif. Néanmoins, certains disent qu'on est dans un nouveau bull run.
Pour l'instant, on n'a pas encore les excès d'achat, je vous dis, avec les grandes bougies, le Bitcoin qui prend 40% de journée, ça n'arrive pas. Là, pour l'instant, quand le Bitcoin fait une grosse journée, il prend 5%. C'est déjà beaucoup en soi qu'un actif prenne 5% de journée, mais ça n'a rien à voir avec le moment du bull run. Les analystes nous disent que ça devrait arriver pour fin 2024, fin 2025, début 2025, pardon, avec le prochain halving, et ça correspondrait à peu près aux 4 ans d'un cycle normal des cryptos. Après, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est Madame Irma, hein, personne ne peut prédire exactement à quel moment ça va péter, on ne peut que suivre des indicateurs et voir où va le marché. Du coup, il faut rester factuel en attendant de savoir si c'est un bull run ou pas. De toute façon, tout le monde se met plus ou moins au courant quand le bull run commence à démarrer, non ? Vu qu'on suit un peu la bourse en même temps, c'est un peu lié aussi au marché financier. Ah, c'est compliqué à dire vraiment quand un bull run commence, parce que bon, quand on regarde dans le passé, on peut dire ah ben c'est facile, là c'était le plus bas, donc après le bull run est parti. Oui, mais quand on est au plus bas, on sait pas si on va pas encore aller plus bas. Et là, par exemple, on regarde aujourd'hui un Bitcoin à peu près 30 000 $. Si on se dit bon, si le Bitcoin atteint 35 000 $, c'est sûr, c'est-à-dire qu'on est en bull run. Oui, il peut très bien aller à 35 000, repartir encore à 20 000 derrière, et ça sera parfaitement normal, et ça voudra dire qu'on n'est pas encore en bull run. Donc c'est compliqué de déterminer cette date-là. En réalité, il faut pas chercher à prédire ce que va faire le marché. Il faut savoir que le marché, c'est des émotions avec les différents intervenants qui achètent, vendent, qui eux aussi sont pris par leur propre prévision de ça va monter, ça va baisser. Donc c'est assez imprévisible. Il ne faut pas chercher à prédire le marché, mais simplement accepter tel qu'il est et faire une stratégie qui est en lien. C'est pour ça que si on revient sur le thème du podcast qui est argent rapide, argent facile, ne commencez pas des stratégies de Madame Irma, de savoir à combien ça va aller. Et ce qui est, je pense, le pire sur le marché des cryptos, c'est de faire du day trading. Alors le day trading, c'est assez populaire parce que vous avez beaucoup de formations sur internet qui doivent vous apprendre à acheter, vendre dans la journée, et on veut beaucoup d'amplitude sur les cours pour faire beaucoup d'argent. Du coup, on va sur le marché des cryptos. Franchement, je vous le déconseille, c'est super compliqué. En plus, moralement, c'est difficile, je pense, en plus. Moralement, c'est difficile parce que vous êtes collé toute la journée à votre écran, que vous êtes dans une certaine solitude, et qu'en plus, d'un point de vue de nerf, d'être capable d'investir, d'accepter d'être en moins-value, puis de pas succomber à l'effet d'euphorie d'être en plus-value, c'est difficile. Et en plus, vous êtes sur des plateformes qui sont pas toutes reliées, sur lesquelles vous pouvez avoir des trous de cotation, c'est-à-dire des moments où vous avez plus de cotation, où vous manquez de liquidité. Peut-être, si vous avez une grosse position, vous allez vouloir la vendre à un moment, et en fait, vous n'aurez pas d'acheteur en face, donc vous pourrez pas vendre. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ça me permet aussi de repartir sur d'autres investissements. Ne shortez pas le marché des cryptos. Il n'y a rien de bon là-dedans. Shorter en termes financiers, c'est quand vous décidez de vendre un actif. C'est-à-dire que sur une position, on peut soit acheter, donc c'est-à-dire vous achetez, vous faites ce qu'on appelle un long en anglais, vous achetez un actif et vous attendez de voir s'il va prendre de la valeur dans le futur, ou vous pouvez à l'inverse faire ce qu'on appelle un short et vendre à découvert une position, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas de Bitcoin et vous décidez d'en vendre. Donc en fait vous allez emprunter un Bitcoin à quelqu'un, vous allez le vendre sur le marché, et quand vous allez racheter votre position, vous allez rendre le Bitcoin à la personne et vous encaissez la différence de prix entre le moment où vous l'avez vendu et le moment où vous allez le racheter. Le problème, c'est que sur le marché des cryptos, c'est tellement volatile que en réalité, le token, il peut faire x10. Et si vous faites x10 alors que vous êtes en train de shorter, ça veut dire que vous faites moins 10 000%. Vous allez devoir remettre 10 fois ce que vous avez investi. Donc c'est le pire des scénarios. Alors que quand vous êtes en achat sans effet de levier, la deuxième conseil, ne faites pas d'effet de levier sur le marché des cryptos. Effectivement, on peut faire des grosses plus-values. On se dit, ok, je vais mettre du levier pour encore maximiser la plus-value. C'est tellement volatile que même si vous avez un levier 2, c'est pas impossible que votre crypto-monnaie fasse moins 50%. Si vous avez un levier 2, la crypto-monnaie fait moins de 50%, vous avez un appel de marge de votre broker et vous devez vendre votre position, vous avez perdu 100% de votre position. Alors que si vous achetez sans effet de levier, et ça a été toujours mon cas sur le marché des cryptos, j'ai jamais utilisé de levier, vous pouvez supporter un marché à moins 99%. J'ai eu des tokens qui ont coté moins 99%. J'avais un bug d'affichage sur le broker tellement que je pense que ce n'était jamais arrivé. Et en fait, ma position n'a pas sauté et je l'ai débouclée en positif 2 ans après. Donc, tant que vous n'avez pas de levier, vous pouvez vous permettre de vraiment de rester sur le marché et avoir une certaine espérance peut-être, mais en tout cas vous dire que bon, tant pis, j'ai fait un mauvais choix, j'ai acheté un token qui a dévalué.
plutôt que d'accepter de perdre 90%, gardez-le. Vous êtes jamais à l'abri qu'un jour il y ait Elon Musk qui fasse un tweet avec le token en question et que vous repartiez vers les cieux et que vous récupériez votre investissement. Alors que si vous faites de l'effet de levier, c'est très très facile que votre position se fasse tout simplement chercher par le marché. Et c'est des fois ce qu'on peut voir un petit peu quand vous avez sur un graphique, quand vous avez le cours du Bitcoin qui va aller chercher un petit peu fort une position, c'est souvent qui vient ce qu'on appelle liquider les shorts ou liquider les acheteurs, c'est-à-dire des gens qui avaient mis ce qu'on appelle un stop loss. Donc en fait c'est ce qui vous permet de décider d'arrêter votre position. Par exemple, vous avez décidé de shorter le Bitcoin et si il monte trop, vous avez un stop loss, un plafond qui va stopper immédiatement votre ordre de bourse pour récupérer votre position et ne pas perdre trop. Et souvent, quand vous avez des excès sur le marché, c'est souvent que tous les stop-loss se font enfoncer, et le problème, c'est que ça a souvent l'effet inverse, parce que si le marché est haussier et que vous avez tous les stop-loss des vendeurs qui se font avoir, les vendeurs, ils sont obligés de racheter pour rembourser l'empreinte du Bitcoin qu'ils ont fait. Donc en fait, comme ils viennent eux-mêmes alimenter l'achat, et c'est comme ça qu'on a des grosses bougies à la hausse. Enfin, ça, vous aurez l'occasion de le voir de manière plus technique si vraiment ça vous intéresse. Mais voilà, c'est vraiment mes deux conseils sur les outils à ne pas utiliser sur le marché des cryptos. C'est le short et le levier. T'as choisi quoi, toi, comme stratégie là pour le prochain bull run, du coup? Parce qu'on attend un petit peu. Mais toi, du coup, ça fait quelques temps que t'as investi sur les crypto-monnaies. Et c'est quoi ta stratégie? Tu recommanderais qui aussi comme média à suivre pour s'informer un petit peu sur le sujet? Alors sur la première question de ma stratégie, j'ai fait quelque chose en rapport avec ce que j'étais prêt à faire et de ce que je pensais équilibré comme stratégie. C'est-à-dire que moi j'ai essayé plusieurs choses sur les cryptos. Comme je vous l'avais dit, quand j'avais commencé, j'avais investi sans me renseigner, un peu au hasard. J'ai eu des plus-values, j'ai réinvesti plus tard j'ai réinvesti en 2018 en me disant bon, mais c'est bon, là le marché il a fait moins 50%, ça va repartir, on est chaud et on va refaire des plus-values dans l'année. Finalement, en 2018-2019, on a été uniquement baissier. J'ai gardé mes positions parce que j'avais investi sans effet de levier. J'ai attendu jusqu'à 2021 de repasser en positif sur mes positions et d'encaisser des plus-values. Mais en réalité, j'ai fait des gains qui étaient bien inférieurs à ce que j'aurais pu faire si au lieu de rentrer bêtement en 2018 en une fois, j'étais rentré petit à petit, semaine par semaine ou mois par mois sur 2018, 2019 et 2020. Donc, fort de ces enseignements personnels, j'ai choisi de faire la technique du DCA. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est une technique où vous achetez le marché avec la même somme à une échéance donnée. Donc par exemple, vous pouvez décider de mettre 50 € par semaine sur le marché des cryptos, ce qui me paraît pas mal. 50 € par semaine, ça représente à peu près 200 € par mois. Quand on avait fait l'épisode 2 sur ce qu'était la constitution d'une épargne, 200 € ça correspond un petit peu et honnêtement c'est pas déconnant de mettre 200 € par mois sur le marché des cryptos, surtout si vous le faites en DCA, en divisant en 4 et en mettant 50 € par semaine. Vous allez en fait acheter le marché, peu importe qu'il soit en baisse ou en hausse. Et en fait ça il faut le faire en bear market, donc c'est-à-dire là pour l'instant on est dans ce qu'on appelle le bear market, on n'a pas encore refait des plus hauts sur les différents coins et c'est le moment d'en accumuler tant que les prix sont bas et vous allez voir que quand ça va s'envoler vous allez accumuler pas mal de coins et quand les prix vont s'envoler ça sera le moment de les vendre. Okay. Et tu suis qui pour te renseigner un petit peu sur les marchés financiers et ce qui se passe un peu aussi sur les cryptos. Bon, outre le fait que tu regardes quasiment toutes les semaines, tu regardes un peu comment ça se passe, mais oui. Mais c'est bien aussi de se tenir informé des marchés financiers parce que tout est intrinsèquement lié et du coup t'as des personnes à recommander. Alors, effectivement, moi je suis le marché des cryptos quasiment quotidiennement. C'est rare qu'il y ait une journée où je le regarde pas. J'ai des applications sur le téléphone qui me permettent en quelques minutes. Après, c'est parce que tu as une stratégie de DCA. Oui, c'est parce que j'ai une stratégie de DCA et en plus que j'essaie de manager au mieux. C'est-à-dire que mon DCA, à la base, je m'étais dit je vais acheter uniquement le week-end parce que j'avais remarqué que sur le marché des cryptos, vu que les acteurs professionnels ne travaillent pas le week-end, on est souvent plus baissier le week-end que la semaine. Et au final, je me suis rendu compte qu'avec un peu d'expérience et une certaine analyse des cours, on peut parfois saisir des bonnes opportunités en semaine. C'est-à-dire que si j'avais prévu mon DCA le samedi, plutôt que le faire le samedi, je vais peut-être le faire le mercredi parce que j'ai vu que en une seule journée, le Bitcoin avait fait au moins 10%, que ça n'arrive quasiment jamais, que c'est sûr qu'il va remonter un petit peu derrière. Donc voilà, j'essaie de manager mon DCA de cette manière. C'est peut-être
trop poussé pour un débutant, je pense. Ça demande vraiment pas mal d'expérience, mais c'est vrai que moi aujourd'hui ça m'intéresse. Je prends vraiment plaisir à investir sur ce marché et à suivre un peu l'évolution, à me tenir un peu informé des différentes news. Après, ce que je vous conseillerais de suivre, moi je suis toutes les semaines un YouTuber qui s'appelle Cédric Froment, donc Froment comme ça se prononce, et c'est quelqu'un qui fait des vidéos hebdomadaires sur YouTube depuis peut-être 2013 ou 2014. Ah ouais, la création du monde. Ah non, mais c'est impressionnant parce que le mec il vient de fêter ses 40 ans et en fait si vous retrouvez ses premières vidéos de sa chaîne de 10 ou 12 ans en arrière, vous voyez bon forcément qu'il a vieilli un petit peu. Après bon, ça il est beau gosse donc donc il a pas trop souffert, mais c'est vrai que c'est marrant de voir que vraiment quelqu'un s'est tenu de faire une vidéo par semaine depuis toutes ces années. Je l'avais découvert en 2017, je crois, ou 2018. Et vraiment, je trouve que ces vidéos sont une mine d'or pour ceux qui veulent s'intéresser de manière hebdomadaire au marché des cryptos et aussi au marché financier, parce qu'il fait les deux dans une vidéo de 20 minutes à peu près. Je pense que pour un débutant, c'est un peu compliqué à comprendre parce que forcément, il explique pas les termes à chaque fois. Hein, il déroule un peu son épisode. Néanmoins, même si vous ne connaissez pas tout, si vous le regardez chaque semaine, forcément, à un moment donné, vous allez apprendre et vous allez comprendre ce qu'il dit. Ouais, parce que par exemple, moi je suis pas du tout aussi calée que toi sur les finances de marché, etc. Et en fait, on regarde ça tous les samedis matins. Et au final, je commence quand même à capter pas mal de choses sur la bonne santé des marchés. Et je trouve qu'il explique quand même bien ce qu'il lui préconise, etc. Bon, c'est pas Madame Irma, hein, comme on a dit. Mais en vrai, il donne des bons conseils quand même. Et c'est assez abordable, moi je trouve, en vrai. C'est abordable et en plus c'est pédagogique parce que lui il est vraiment dans une démarche. Lui il faut savoir que sa stratégie sur les marchés financiers c'était la stratégie du fainéant qui est une des bonnes stratégies à appliquer. C'est peut-être pas la meilleure parce que est-ce qu'il y a une meilleure stratégie sur les marchés, en tout cas c'est celle que j'ai choisie. C'est la stratégie de en fait vous avez une vie à côté, vous avez peut-être un job à plein temps, vous faites d'autres choses, d'autres investissements, vous pouvez pas passer votre vie devant un écran à suivre des cours de bourse. Et peut-être parce que même si ça vous passionne, ben, c'est pas ce que vous aimez faire de regarder des bougies rouges et jaunes à longueur de journée, rouges et vertes pardon, pas jaunes, fatigué. Et lui, sa stratégie, c'est d'y passer le moins de temps possible. Donc en fait, certes, il regarde les cours toutes les semaines pour se tenir informé de ce qui se passe, mais il va pas sauter sur chaque amplitude de cours journalière. Il va regarder les grands mouvements à long terme. Donc il va regarder ce que font les marchés sur les semaines, sur les mois, voire les trimestres, parfois même les années, sur les différents marchés et saisir des opportunités qui sont rares mais qui pourtant sont les plus faciles à prendre parce que c'est beaucoup plus facile de voir un grand mouvement qui va mettre plusieurs trimestres à arriver que de chercher la petite plus-value sur la semaine. Après ça c'est parfois difficile à comprendre parce que c'est vrai que on veut en général investir et gagner tout de suite et partir sur une logique de je vais investir pendant 3-4 trimestres et c'est seulement peut-être 18 mois après que ça va payer. C'est vrai que ça demande la mise en place d'une certaine stratégie. C'est ce que j'ai mis en place sur mon DCA. C'est-à-dire j'ai commencé à investir juste après la faillite de FTX au mois de novembre parce que vraiment je me suis dit capitulation de marché. Je m'attendais peut-être à ce qu'on aille un peu plus bas, mais je me suis dit là vraiment tout le monde broie du noir, un exchange a fait faillite, tout le monde parle que les autres se sentent pas bien. D'ailleurs moi je suis chez Kraken et je recevais des mails qui me disaient ne vous inquiétez pas, on fera pas faillite. Enfin bon bref, je sais pas si c'était très rassurant. Moi je me suis dit c'est le moment de recommencer, j'ai DCA et je sais que je vais DCA au moins jusqu'à la fin de l'année 2023, je verrai après en 2024, mais j'ai fait le choix de cette stratégie en me disant bon ben voilà, je mets un peu de mon temps, je mets en place une stratégie maintenant alors qu'on est que fin 2022 et potentiellement que ça payera pas avant 2025. Donc voilà, c'est le type de stratégie que propose Cédric Froment par le biais de ses vidéos et qu'on a mis en place sur le DCA. Un bon père de famille. Oui, il fait ça en bon père de famille, exactement. Et c'est ce que je vous recommande quand vous êtes sur des classes d'actifs où vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes que particulier, vous essayez de mettre en place un portefeuille d'actifs. Soyez en bon père de famille, n'essayez pas de faire des plus-values immédiates ou du day trading, c'est pas une bonne idée. Après, ce que je vous conseille aussi comme autre chaîne YouTube, alors là c'est beaucoup plus pour moins pour s'intéresser uniquement aux variations des cours, mais plus pour connaître les blockchains, ce qu'il se fait, comment ça marche, la chaîne YouTube de Hasher.
Donc Hasher, c'est H-A-S-H-E-U-R. C'est un youtubeur qui a commencé assez jeune, hein, je pense qu'il avait 17 ans quand il a ouvert sa chaîne YouTube là-dessus. Il a à peu près notre âge et il fait des vidéos très qualitatives sur le domaine des crypto-monnaies. Et si vous avez des questions, peut-être que vous n'avez pas trouvé qu'on avait été très clair sur la définition de la blockchain, lui il expliquera bien mieux que nous, il vous donnera des exemples, il vous expliquera les différences Bitcoin et Ethereum, il peut même vous parler du minage si ça vous intéresse, comment on met en place une ferme. Ces vidéos sont vraiment qualitatives, je vous les recommande. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur la crypto-monnaie. Bon, c'est un sujet vaste, hein. On essaie de le simplifier au maximum pour que ce soit accessible à tout le monde. On voit que on est déjà à plus d'1 heure, je pense qu'on est sur notre épisode le plus long. Bon, après l'immobilier, on avait triché, on l'avait divisé en deux. On aurait peut-être pu faire pareil sur les cryptos, mais un gros épisode, c'était sans doute plus sympa. On reviendra sur d'autres thématiques des cryptos, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Ripple. Bon, c'est dommage, parce que je fais partie de ces gens qui croient vraiment au projet Ripple et qui sont persuadés qu'à un moment donné il va gagner le procès contre la SEC. Si vous voulez, je vous le fais rapide. Ripple, c'est une technologie qui vise en fait à faire des partenariats entre les banques. Donc là on est sur une blockchain qui ne vient pas remplacer les banques mais qui vient faciliter les transactions. Et moi je travaille en banque, si vous voulez un virement ça met toujours entre 48 et 72 heures. On est en 2023, ça fonctionnait pareil en 1976 et en fait personne ne comprend pourquoi on n'arrive pas, enfin si, moi je sais pourquoi on n'arrive pas à faire plus rapide, c'est parce que la technologie de la banque n'a pas évolué sur la réalisation de virements et la proposition de Ripple c'est de faire des virements instantanés grâce à leur blockchain, sachant que la banque vous ment, hein, quand elle vous propose un virement instantané de 500 balles à votre grand-mère, il est pas instantané, c'est juste que la banque fait ce qu'on appelle une avance de trésorerie, mais le virement met matériellement, réellement 48 heures à se mettre en place. Donc le projet de Ripple, c'est vraiment de remplacer ce système qui ne fonctionne pas. Ils ont signé plein de partenariats avec plein de banques et d'institutions financières. Et le problème, c'est qu'ils sont dans un grand procès avec la SEC. Alors là, par contre, je vais pas rentrer dans les détails, ça sera trop long et ça fera l'objet d'un prochain podcast sur ce sujet. Et en fait, le procès a démarré en 2019. C'est ça. On est en 2023, c'est toujours pas réglé. Et en fait, tout le monde est là. Tout le monde attend que Ripple gagne le procès. Après, ils peuvent perdre. S'ils perdent, c'est mauvais. Ça sera mauvais pour le cours du Ripple, donc tout le monde aura le seum. Mais s'ils gagnent, le token, ça peut devenir une fusée et les plus fous d'entre nous diront to the moon. Donc c'est pour ça que vraiment le token Ripple, c'est un projet que j'aime beaucoup et on en reparlera dans un autre épisode. C'est tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. Pensez à nous laisser 5 étoiles, vraiment ça nous aide. Je pense à tous ceux qui l'ont déjà fait et vraiment je vous remercie parce que là je vois qu'on commence déjà à dépasser des petits podcasts et finalement ça va nous aider dans le référencement quand les gens vont taper des mots-clés sur les outils de recherche des différentes plateformes pour nous trouver. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, à liker, voire partager les posts, ça nous aide là encore à nous faire connaître petit à petit et à augmenter la communauté autour du podcast. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.